Bonjour à tous. Pour cette première édition de l'émission Rencontre, nous accueillons Achille Bapolissi. Achille Bapolissi qui est donc psychiatre et qui est en ce moment en séjour scientifique en Belgique. Bonjour Achille Bapolissi. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu plus de vous-même, où vous êtes né, où vous avez grandi? Oui, en fait, je suis un médecin congolais. Je suis né et je grandis à Bukavu. Bukavu, c'est cette région à l'est de la République démocratique du Congo qui a été affectée par la guerre, beaucoup plus que beaucoup d'autres régions. Et voilà, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait ma médecine et c'est là où j'ai commencé à pratiquer finalement pendant mes premières années des pratiques médicales. Alors nous allons parler de la question de la guerre au Congo et de ce qu'elle produit. Si nous savons aujourd'hui que cette guerre, à ce jour, a produit en tout cas au bas mot, comme estimation, entre 8 à 10 millions de morts. Donc on parle de la question des déplacés, on parle également des groupes armés, mais la question de la psychiatrie, c'est-à-dire de tous les ravages psychologiques créés par cette guerre, sont souvent des questions qui ne sont pas abordées par les Congolais. Aussi, autour de ça, moi j'aimerais pouvoir vous proposer d'abord une première réflexion, que vous puissiez nous dire ce que vous inspire l'idée d'être au bord de l'humanité. L'idée d'être au bord de l'humanité, pour moi, c'est une idée qui fait référence à des patients que je vois. En fait, dans ma pratique clinique et dans le sens de ma spécialisation en psychiatrie, je me suis trouvé en train de prendre soin des réfugiés en Aki Valley, en Ouganda, où je fais ma spécialisation en psychiatrie. Et cette idée d'être au bord de l'humanité me fait penser à deux témoignages de deux de mes patients. Le premier, c'est par rapport à une dame que je suivais pendant plus ou moins 2 ans et qui a été violée devant toute sa famille. Et en Afrique, il n'y a pas de plus grande échéance qu'une dame qui se voit violée devant ses enfants, devant son mari. Il faut dire qu'en Afrique, le corps de la femme, c'est sacré, la virginité, la fidélité, ce sont des valeurs fondamentales d'une société. Et donc, on ne peut pas diminuer autant une femme qu'elle est la violer devant toute sa famille. Le deuxième exemple qui vient dans mon esprit en parlant d'être au bord de l'humanité, c'est justement ce jeune garçon qui aujourd'hui a 19 ans, qui a grandi à Kinshasa et qui s'est retrouvé à Beni pour les vacances, qui a été enlevé avec toute sa famille, incluant son frère jumeau, et les rebelles qui l'ont enlevé ont exigé à ses jumeaux de violer une de ses cousines. Et tous ceux qui refusaient se voyaient tués carrément et de la façon le plus pire, égorgés devant lui. Et lui, ne sachant pas ce qu'il faisait, a fait ce qu'il a pu pour sauver sa survie. Il a commencé à violer sa cousine. Et il s'est retrouvé quelques temps après, quelques semaines après, dans l'hôpital, après avoir été haché, après avoir été torturé. Et quand je vois toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont perdu le sens de l'humanité. Ce sont des personnes qui ne croient plus en l'être humain, dans l'autre, dans les personnes qu'ils rencontrent. Ils ne croient plus en l'être humain au fond d'eux-mêmes. Ils ont perdu tout sens, et quand on parle d'être au bord de l'humanité, c'est à toutes ces personnes-là que je pense. Mais en termes donc médicaux, on pourrait dire que ces patients, par rapport à ces événements particuliers qui sont arrivés à un moment donné de leur vie, on peut parler pour ces patients-là de troubles de stress post-traumatique. Et à quoi ce terme médical fait exactement référence? Qu'est-ce que ça veut dire souffrir de ce syndrome particulier qu'est le stress
post-traumatique. En effet, tous ces patients et beaucoup d'autres que j'ai suivis dans ces camps et même à Bukavu souffrent de stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, c'est une entité médicale qui a bien été identifiée, notamment principalement aux États-Unis, parmi les anciens combattants, mais aussi dans tous les endroits du monde où les gens ont fait face à des événements traumatiques, comme les guerres, comme les catastrophes naturelles, où les gens sont en train de revivre ces événements traumatiques. Ils réexpérimentent ces événements traumatiques en termes de rêves, souvent pendant les nuits, des flashbacks durant le jour. Ces personnes développent des sortes de réflexes pour éviter, consciemment ou inconsciemment, tout stimuli qui les font penser à ces événements traumatiques. Ces personnes ont très souvent des pensées négatives, des sentiments négatifs. Et ces personnes sont en gros inquiets pour tout et pour rien. Ils vivent sur le qui-vive, comme on dit. Ils sont facilement irritables. Et c'est tous ces ensembles de symptômes qui caractérisent les stress post-traumatiques. Mais aussi par rapport à mon expérience clinique, il faut dire que les patients, comme j'en vois souvent dans les camps des réfugiés, comme on en voit souvent à l'est du Congo, qui ont expérimenté des degrés extrêmes de trauma, développent d'autres symptômes beaucoup plus atypiques, tels que la somatisation. Ce sont des gens qui viennent se plaindre des symptômes somatiques. Ils ont mal à la tête, ils ont des crises d'épilepsie, comme des hallucinations. Et tout ça fait que souvent on pose des mauvais diagnostics et on leur donne des mauvais traitements. Et ça crée une forme de complexité dans la prise en charge. Mais la question du stress post-traumatique, quand on le comprend, c'est qu'il y a eu un événement qui s'est déroulé donc à une période donnée pour un patient. Mais dans le cas du Congo, avec ces violences extrêmes, les patients sont constamment, en réalité, ou quand les individus même sont constamment, en fait, plongés dans des événements qui sont traumatisants et qui ne s'arrêtent en fait jamais. Alors, quel sens encore cette définition du stress post-traumatique prend-il dans cette configuration particulière? En fait, madame, vous venez de mettre le doigt sur l'un des points qui constitue une complexité majeure dans notre prise en charge. C'est que si vous voulez, dans tous les guidelines, dans tous les endroits où on enseigne aux gens comment traiter ces stress post-traumatiques, la première condition, qui est en fait une précondition, c'est de mettre les patients dans des conditions où ils se sentent sécures, où ils sont à l'abri du danger. Mais comme vous le savez, on est loin de ces points-là pour ce qui est des l'Est du Congo, où il y a encore des gens qui continuent à être tués quotidiennement, et encore moins dans les camps des réfugiés, où les gens qui viennent nous voir vivent très souvent avec des bourreaux, des personnes qui ont pris part dans des groupes rebelles et qui continuent à vivre avec ces personnes-là, et donc ils ne se sentent pas en sécurité. À part ça, ce sont des personnes qui sont exposées à tout genre de maladies. Ce sont des personnes qui vivent avec des besoins vitaux insatisfaits, des personnes qui n'ont pas accès à la nourriture, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès aux soins de santé. Donc ce sont des personnes qui vivent dans des conditions précaires qui rendent très difficile la prise en charge. Oui, et dans ces sens-là, les stress post-traumatiques a besoin d'être contextualisé dans le sens du diagnostic. On ne sait pas trop qu'est-ce qui contribue aux troubles que les patients présentent. Si c'est beaucoup plus l'événement traumatique dont ils ont été victimes dans le passé, dans leur pays d'origine, ou ce sont tout simplement des éléments qui font partie de leur vie au quotidien. Mais secondairement aussi dans la prise en charge, on a du mal, nous, à assurer un climat sécure qui va leur permettre de faire un travail thérapeutique. Mais est-ce que vous diriez par exemple que pour certains, en tout cas de vos patients, je n'ai pas envie de généraliser là, mais qu'ils n'éprouvent pas du fait de toute cette complexité par rapport à leur situation comme une idée en fait de condamnation d'être obligés de vivre non seulement des fois apparemment avec leur bourreau,
mais avec le souvenir aussi. Oui, je pense que effectivement, les stress post-traumatiques, c'est aussi et avant tout une maladie du souvenir, une maladie de la mémoire, où il y a un événement qui a été très traumatique, un événement qui n'est pas logiquement intégrable dans n'importe quelle conception humaine et qui fait un truand du passé qui fait partie du présent. Et je pense qu'effectivement, une bonne partie du travail thérapeutique, c'est de recadrer ces souvenirs-là par rapport à toutes ces personnes-là qui ont vécu ces événements. Mais à part ça, il y a finalement ces sentiments où ces souvenirs est biaisés. C'est impressionnant le nombre de patients qui viennent me voir avec un sentiment de culpabilité. Ils se sentent coupables d'avoir accepté, d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, d'avoir accepté ce qui leur est arrivé, de n'avoir pas préféré de mourir. Coupables même du fait d'avoir survécu à d'autres hommes, soit leurs maris, soit leurs proches qui sont décédés. Donc il y a ces sentiments-là où le souvenir est biaisé. Et à côté de ces sentiments-là, c'est toute une histoire contextuelle de la République démocratique du Congo et des bon nombre de pays africains où les gens se sentent un tout petit peu déprivés de leur histoire, où leur histoire a été mal interprétée, où ils se sentent un tout petit peu perdus dans leur narratif personnel, dans leur autobiographie. Donc oui, effectivement, il y a cet aspect-là où les souvenirs est soit effacés, soit biaisés, et, ou alors il y a des événements qui viennent de ces souvenirs qu'ils ont du mal à intégrer. Donc du coup, la question de l'oubli, par exemple, dans ce genre de cas, puisque vous dites que c'est une mémoire, en fait, si je comprends bien, qui est bancale, une mémoire des fois falsifiée par sa propre personne. Donc est-ce que peut-être que pour ces patients-là, est-ce que l'oubli serait une tentation? Et si tant est qu'ils prennent cette option, en quoi c'est un facteur aggravant peut-être dans leur historicité? Je pense que l'oubli, oui, c'est une tentation parce que finalement, ce sont des personnes qui auraient souhaité que ce genre d'événement ne leur soit pas arrivé. Et oublier, c'est une façon de se dire que ce n'est pas arrivé. Je n'ai pas été violé, on ne m'a pas torturé, on n'a pas tué mon frère, on n'a pas tué ma mère. Mais beaucoup plus qu'une tentation, c'est aussi un mécanisme de défense psychique qui parfois se joue dans l'inconscient. C'est même une des raisons pour lesquelles il y a une partie du syndrome post-traumatique qu'on appelle l'évitement, où les gens ont tendance à effacer une bonne partie de la mémoire. C'est juste pour se protéger par rapport à cette réalité extrêmement traumatique qui n'a pas de sens, qu'ils ont du mal à intégrer. Et l'oubli, justement, joue un grand rôle, non seulement à échelle individuelle, mais aussi au niveau des communautés. C'est même l'une des raisons pour lesquelles c'est très très difficile de rétablir l'histoire par rapport aux peuples qui ont été meurtris, l'histoire du peuple congolais notamment. Et à mon sens, l'oubli, tout en étant un mécanisme de défense, est contre-productif dans le sens thérapeutique. Parce que si vous voulez tous les travail avec ces victimes, c'est leur faire réapproprier leur propre histoire, intégrer leur propre histoire. Une histoire qui est traumatique, inacceptable, illogique, mais qui fait partie de leur histoire, qu'ils essaient de refouler, mais qui est là. Et justement, à travers avec cette histoire, par la narration, recadrer cette histoire dans les temps, exprimer tout ce qu'il y a comme sentiment, tout ce qu'il y a comme émotion, et les cadrer dans les temps pour leur permettre d'avoir des meilleures perspectives. Et donc, évidemment qu'il y a des personnes qui pensent que l'oubli, c'est quelque chose qui aide, mais dans ma petite expérience, que ce soit avec les patients, que ce soit avec les communautés, je ne pense pas que l'oubli aide. Je pense que bien au contraire, il faut s'approprier son histoire pour voir ce qu'on fait avec, pour commencer le processus de guérison. Et justement, parler de cette histoire, c'est le premier pas dans ces processus-là de guérison.
Mais par rapport à ça, d'ailleurs, je dirais que j'ai été frappée parce que cette semaine, il y a eu une manifestation de femmes à Béni. Les femmes se sont levées puisqu'il y a eu des crimes de nouveau qui se sont passés. Et ces femmes, ce qu'elles disaient, c'est qu'on ne veut plus la guerre, on veut la paix. Et la question était de savoir justement, est-ce que la paix, qu'elle soit autant individuelle que collective dans notre sens, peut se passer de la mémoire? Je vais donner une réponse qui est personnelle et qui n'engage que moi, mais c'est vraiment, ça part d'une conviction que je porte au plus profond de moi. Je pense qu'il n'y a pas de paix si la vérité n'est pas établie. Il n'y a pas de paix si il y a une partie de la souffrance humaine qui est effacée, qui est cachée. Et justement, s'il faut étudier par exemple les autres cultures, par exemple dans l'histoire, si on voit par exemple l'histoire juive, avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec toute histoire liée à l'Holocauste, je pense que c'est un peuple qui s'est reconstruit, qui continue à se reconstruire, mais par les témoignages. Aujourd'hui, c'est un peuple qui redresse le front, un peuple à qui on rend justice, un peuple qui s'est reconstruit par des témoignages, parce qu'il y a des écrits qui ont été faits, il y a des œuvres d'art qui ont été faits et qui rendent des témoignages de cette partie. Et finalement, une fois que la plaie a été reconnue, elle peut commencer à guérir. Et ce qui est triste par rapport aux histoires africaines et à l'histoire du peuple congolais en particulier, c'est qu'il y a une bonne partie de l'histoire qui est un tout petit peu effacée, qui est un tout petit peu cachée à ces peuples-là. Je pense souvent aux réfugiés que je suis vus dans ces camps-là, qui très souvent ils suivent les informations. Et une des choses qu'ils me disent très souvent, c'est qu'ils sont étonnés du fait qu'on ne parlait pas d'eux, qu'on ne parlait pas de ce qui se passe réellement dans leur pays, que c'est un tout petit peu comme si l'humanité s'est foutue d'eux. Et que pour ces patients-là, en l'occurrence, le premier pas dans le sens de la guérison, ça serait justement de commencer à parler d'eux et de leur dire que voilà ce que vous avez vécu, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, ce n'est pas humain. Le problème, ce n'est pas vous. C'est tout à fait horrible ce que vous avez vécu. Ça, c'est le premier pas. Et je me rappelle toujours beaucoup de mes patients, notamment des adolescents, la première fois que je leur dis que ce qui vous est arrivé, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas normal, ce n'est pas humain. Personne ne peut supporter ça. Ils éclatent en sanglots devant moi et c'est le début de leur processus de guérison. Et donc pour moi, l'oubli, ce n'est pas la solution ni à échelle individuelle et encore moins à échelle communautaire. Il faut que les gens s'approprient leur histoire. Et toujours dans cette idée en fait de trauma, parce que là on a beaucoup parlé de ces victimes qui se retrouvent dans les camps de réfugiés en Ouganda ou qui sont même au Congo, ce que certains appellent le terrain. Mais je voulais un peu déplacer en fait le curseur un peu de notre regard pour parler aussi de la diaspora congolaise par rapport à toute cette question de trauma. Dans la mesure où on sait, par exemple, lors de la chute des tours jumelles aux États-Unis, que certaines personnes qui se trouvaient des fois à des centaines de mètres de là, ou voire à des kilomètres de l'endroit où cet événement est passé, étaient par exemple dans l'incapacité de quitter leur logement, étaient dans ces peurs paniques et donc qui souffraient de ce syndrome post-traumatique. Et la diaspora congolaise, de par son implication dans cette histoire congolaise récente, est une diaspora qui a été en contact, par exemple, très fortement avec des images extrêmement cruelles, des gens qui se faisaient décapiter, des bouts de corps qui étaient balancés aux quatre vents. On a vu au Kasaï dernièrement les exactions qui étaient commises avec les gens de Chimbulu par exemple. On a eu cette vidéo de cette maman qu'on a forcé à coucher avec son fils devant
des gens, qui est une vidéo qui est devenue virale dans la communauté congolaise. Donc ma question est, est-ce que cette diaspora, même par son engagement et son courage, n'est pas elle aussi peut-être sujette à ce syndrome de stress post-traumatique du fait même de son une exposition à toutes ces horreurs? Le premier abord, la réponse qui me vient à l'esprit, c'est oui, évidemment. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde scientifique, dans la définition justement du stress post-traumatique, on parle beaucoup plus de la définition de l'événement traumatique. Et toutes ces confusions vont dans le sens que l'événement traumatique, ce n'est pas forcément l'événement auquel on a assisté en tant que témoin oculaire, qu'on a vécu directement, mais c'est aussi tout événement qu'on peut entendre, toute pensée, mais qui peut faire trauma par rapport à notre propre histoire. Et c'est une des raisons, par exemple, que aux États-Unis, on se sent intéressé par tout ce qui se passe en Afrique. Les Américains qui ont grandi aux États-Unis se sentent intéressés par ce qui se passe en Afrique. Et toutes ces personnes qui constituent justement la diaspora congolaise, un peu comme toutes les diasporas du monde, ce sont des personnes qui n'ont pas voyagé par plaisir. Ce sont des personnes qui ont fui, très souvent des réfugiés, parfois des migrants économistes, tout ce qu'on fait, mais des gens qui ont vécu des situations qui devenaient de plus en plus invivables dans leur propre pays. Et l'histoire du Congo en particulier, c'est une histoire qui a été traumatique d'un bout à l'autre. Bien avant la colonisation, il y avait l'esclavagisme, et puis la colonisation qui en soi, théoriquement, s'est requalifiée des crimes contre l'humanité à cause de tout ce qui s'est passé. Et puis après, il y a eu ce qui s'est passé avec l'indépendance et toutes ces guerres qui ont suivi, avec une dictature qui a été très dure à beaucoup d'égards pour beaucoup. Et donc c'est toute cette histoire qui a fait qu'un bon nombre de Congolais se sont retrouvés en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde. Et donc ce sont des personnes qui sont liées un tout petit peu à cette histoire, ces personnes qui ont porté ces traumas-là au plus profond d'eux-mêmes. Et ces jours-ci, les recherches en psychiatrie, les recherches en santé mentale en général, mettent en évidence ce qu'on appelle le trauma transgénérationnel. Ça veut dire tout simplement qu'on a remarqué que même pour des générations qui n'ont pas connu la guerre, comme ça, de façon émotionnelle, il y a ces secrets, il y a ces traumas qui se transmettent de génération en génération. Donc, quoi de plus normal que ces peuples, tout en ayant grandi en diaspora, parfois même en étant nés en diaspora, s'identifient un tout petit peu à tout ce qui se passe au Congo, et que ce qui se passe au Congo fait écho à ce qui se passe en eux-mêmes par rapport à tous ces traumas qu'ils ont même eux-mêmes vécu avant, ou peut-être qu'ils ont hérité de façon inconsciente. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que même ces diasporas-là vivant à l'étranger sont aussi sujettes très souvent à des stress post-traumatiques. Et peut-être que l'idée là, elle est amplifiée du fait même que nous avons déjà apporté notre propre histoire, disons en tant qu'entité, nation congolaise, mais en même temps nous devons aussi porter une histoire qui est elle une histoire noire, africaine, de par la question de l'esclavage, la colonisation. Donc si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire là, c'est qu'aujourd'hui, un petit Congolais qui naît, disons hier, on va dire ça comme ça, peut souffrir en réalité du moins de 500 ans de troubles. Absolument, absolument, oui. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il y a ce que nous, on observe dans le comportement de tous les jours, dans des marqueurs macrosociaux, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on vit, dans la situation économique d'un pays, dans l'organisation sociale. Mais ce qu'on voit, ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas là par hasard. Si une organisation certaine, n'importe où dans le monde, est organisée d'une certaine façon, c'est qu'il y a toute une tradition qui a été héritée. Et dans cet héritage, il n'y a pas que des éléments positifs.
Aujourd'hui, actuellement, tout le monde parle du royaume, de ce qu'il y a comme tradition. Mais dans cet héritage, il y a aussi ce qu'on a apporté comme traumatisme à partir de l'esclavage, à partir de la colonisation, après la colonisation, avec tout ce qui s'est passé comme guerre depuis lors. C'est même l'une des raisons, par exemple, pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, le peuple américain se sent toujours ému par l'histoire des Kootenay. C'est l'une des raisons qui fait que on ne peut pas se passer de son histoire. Et justement, juste pour parler dans ce sens-là, ce que je vais marquer et ce qui est triste par rapport au peuple congolais, c'est que c'est un peuple qui connaît, qui est trop peu sa propre histoire. Et donc finalement, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce qu'on agit tel qu'on agit, on n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce qu'on ressent ce qu'on ressent. Et toutes les théories psychologiques vont dans le sens que plus on parle de son histoire, plus on comprend qui on est, pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais ces théories appliquées à échelle individuelle, ce sont des théories aussi qui comptent aussi à échelle communautaire, où on n'arrive pas à comprendre qui on est, on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que nos sociétés réagissent comme ça, parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Et donc, nous le voyons aussi pour une guérison globale, pour les communautaires, ça serait aussi d'apprendre à ces peuples-là leur histoire. Docteur Bakpolissi, on dit souvent qu'il faut libérer la parole. Et on sait qu'en Afrique, la parole est quand même quelque chose d'extrêmement important. La parole est considérée chez nous comme étant un objet performatif, c'est-à-dire que le moment où on le lance au monde, elle est fondatrice, créatrice d'une certaine réalité et de nos constructions sociales. On lui accorde beaucoup de poids et d'intérêt. On ne parle pas n'importe quand, n'importe comment. Et donc dans le cadre de votre pratique, la parole semble tenir un rôle fondamental, primordial. Comment vous reliez cette parole dans votre pratique et à ces pratiques sociales africaines qui instituent la parole de manière aussi extraordinaire? En effet, comme vous dites, la parole dans les traditions africaines a toujours joué un rôle essentiel pour des raisons culturelles, pour se transmettre une forme de connaissance, mais aussi pour des raisons parfois thérapeutiques. C'est la raison pour laquelle dans la pratique, les prêtres, qu'on appelait dans l'ancien temps les guérisseurs, et les médecins, c'est la même personne, c'est la personne à qui on a laissé confier. Et effectivement, en parallélisme, dans ma pratique en tant que psychiatre, dans toutes ces thérapies qu'on fait, c'est la parole qui joue un rôle clé, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui permet aux gens de se réapproprier leur histoire, de se comprendre mieux. Et c'est par cette parole-là que nous, on a accès aux souffrances des gens. Et pour revenir à votre question, je pense justement que ce qui fait défaut dans nos sociétés, c'est cette parole qui, pour des raisons politiques, a été gâchée. Cette parole qui a été tuée. Confisquée. Oui, elle a été confisquée, comme vous dites. Et c'est triste d'avoir ces peuples qui ne peuvent pas s'exprimer. Et si vous voulez, la thérapie a pour ultime rôle de créer un espace où les gens peuvent s'exprimer, où les gens peuvent parler de leurs souffrances, où les gens peuvent se réapproprier cette souffrance, la réintégrer dans leur vie pour pouvoir avoir des perspectives. Et donc, cette parole, justement, dans des sociétés africaines actuellement, devait reprendre la fonction qu'elle a toujours eue. Parce que dans ces sociétés, il y a beaucoup de sujets par rapport au viol, par exemple, par rapport aux tortures, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à toutes ces personnes qui meurent, qui ne sont pas mises en évidence par cette parole, comme c'était le cas dans les temps. Donc vous direz quelque part que la mémoire traditionnelle aurait des réponses à nous apporter par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, effectivement,
essentiellement oui, même s'il reste à définir qu'est-ce que ça veut dire mémoire traditionnelle, dans quelle mesure ça peut être mis en pratique dans nos sociétés africaines de nos jours, pas dans les sociétés d'il y a 1000 ans, mais dans nos sociétés actuelles. Et moi je pense que cette mémoire traditionnelle ou mémoire tout court devrait commencer par apprendre aux gens leur histoire. Que les gens parlent de ce qui s'est passé, que les médias parlent de ce qui s'est passé. Le nombre de patients qui viennent me voir et qui me disent « Docteur, vous savez, on suit la radio, on suit la télé, on parle de tout, on ne parle pas de nous. » Alors qu'ils ont l'impression d'avoir vécu le pire événement de l'humanité et que ces événements soient gardés secrets. À côté de l'événement traumatique, ça aussi c'est une réalité qui est très très traumatisante. Donc oui, je pense que on doit trouver dans nos sociétés modernes et africaines aujourd'hui le moyen de redonner à la parole, à la vérité, qui entraîne la justice, qui entraîne la guérison, qui entraîne la reconstruction, sa place. C'est intéressant effectivement que vous disiez que nous devons redonner cette place. Mais du coup, moi, ma question qui survient après ce que vous venez de dire, c'est comment une société malade, parce que nous sommes au sein d'une société malade, comment une société malade arrive à se guérir? Je pense que c'est une question très complexe et qu'il n'y a pas forcément des réponses simples à cette question. Mais de ma propre perspective et à partir de mon expérience, je pense que justement, il y a un premier pas qui doit être de rendre compte de ce qui se passe dans cette société, qui doit être de rendre compte de ce qui s'est passé dans cette société, qui doit être de rendre compte de ce qui se passe au fond des membres de cette société. Et ce que je trouve triste dans nos sociétés africaines actuellement, c'est justement le fait que personne n'écoute les gens qui ont été traumatisés. À la limite, on parle de quelques statistiques plus ou moins sous-estimées, mais le vrai vécu des gens n'est pas écouté, toutes ces implications dans la société n'est pas écouté. Personne ne cherche à comprendre ces personnes-là. Personne ne cherche à légitimer ce qu'ils ont eu comme souffrance individuelle et communautaire. Et pour moi, rendre compte de ce qui se passe par rapport à l'histoire, par rapport à la situation aujourd'hui, ça serait le premier pas. Pour moi, la guérison individuelle et communautaire commencerait à rendre la parole aux gens à travers les thérapies, mais à travers d'autres formes parallèles d'information à la communauté, comme l'art, comme les informations, comme le média. Et ça, pour moi, c'est très essentiel pour pouvoir justement tourner cette page sombre que nous sommes en train de vivre actuellement. Est-ce que nous devrions retourner à ce que le monde semble toujours dire de nous, semble nous envier, bien que peut-être nous doutions aujourd'hui de ce qui se passe, à cette notion de solidarité africaine, de cette mise en commun, autant des souffrances que des bonheurs? Est-ce que c'est un des chemins que nous devons reprendre, essayer de redonner sens et définition à ce que c'est la solidarité? Je pense que retourner la solidarité africaine telle que parfois on sait la figure dans les livres d'histoire ou dans nos imaginations quand on pense aux sociétés traditionnelles où il n'y avait pas des biens individuels, où les biens étaient communautaires, serait en soi utopique actuellement. Mais effectivement, la solidarité, de façon générale, a toujours joué un rôle essentiel. Si vous voyez que ce soit à l'échelle mondiale, tout ce qu'il y a comme organisation entre peuples, des organisations dans tous les secteurs, ce sont des organisations qui ont des bases de solidarité, mais aussi à échelle individuelle, le nombre, la façon dont la façon dont les membres de communauté se regroupent autour d'une personne qui est endeuillée, une personne qui est blessée, une personne qui est hospitalisée. C'est l'une des choses que tous les médecins qui ont travaillé en Afrique
savent étant très efficaces dans le processus de thérapie. Mais cette solidarité ne peut pas s'établir de façon authentique s'il n'y a pas un début de guérison, parce que le trauma, l'une des choses que ça fait aux gens, c'est enlever la foi en l'humanité et potentiellement cette possibilité de solidarité. Et donc c'est la raison pour laquelle, même pour préparer la place à cette solidarité, on a besoin d'écouter ces traumas individuels, de les soigner, et pour retrouver foi en l'humanité et de façon consécutive à la société, et donc tracer la route à cette solidarité. Alors nous avons beaucoup parlé, disons, des victimes, de celles qui subissent. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre pratique d'avoir affaire à ceux qui commettent par contre? Et qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont commis les exactions, ceux qui ont violé? Comment vous abordez cette question-là en tant que psychiatre? Il faut dire que dans ma pratique, je n'ai pas eu affaire à beaucoup de personnes qui ont commis des exactions, mais j'ai eu 3 ou 4 patients des enfants soldats démilitarisés, et qui se sont retrouvés un tout petit peu obligés, si vous voulez, à commettre certaines exactions. Et une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'il y a premièrement un cycle de violence. C'est que la plupart des gens se retrouvent dans une situation où la violence fait partie de leur quotidien, les gens qui meurent font partie de leur quotidien, et ils se retrouvent dans une position où ils doivent prendre parti, soit rester dans cette position de victime, ou parfois réagir. Il faut dire que la violence, à beaucoup d'égards, c'est une réaction normale. C'est la raison pour laquelle on parle du syndrome post-traumatique, qui est une réaction du stress. Mais la réaction du stress, c'est le fly or fight. C'est soit tu fuis ou tu te bats. Et la violence fait partie de cet aspect-là, se battre. Et donc, ce sont des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, par rapport au stress qu'ils ont vécu, peuvent se retrouver en train de faire des choses. Si je peux faire l'analogie, c'est un peu comme tout le monde quand il est stressé, il va se retrouver en train d'être irrité par n'importe quoi, à crier sur ses enfants, à être plus ou moins distant par rapport à son épouse ou à son époux. Et ça, ce sont des choses qui se passent pour le stress quotidien. Mais pour quelqu'un qui a vécu pendant toute sa vie en voyant les gens être tués, très souvent cette réaction peut passer par la violence. Une violence qui peut être extrême, qui peut arriver jusqu'au meurtre. Et c'est même une des raisons pour laquelle, même quand on voit les histoires judiciaires de toutes ces personnes qui ont été inculpées pour meurtre, on retrouve très souvent des antécédents de trauma. Et donc moi je pense que pour aussi couper, pour aussi briser ces cycles de violence, il est très important de prendre en charge du point de vue psychologique toutes ces personnes qui ont assisté à ces violences au cours des années. C'est de façon théorique, je pense que il est fort probable que la plupart de ces personnes qui tuent ont eux-mêmes été blessés, ont eux-mêmes été tués d'une façon indirecte. Mais ceci me fait penser quand même à cette position, je dirais, extrêmement difficile et délicate de l'Africain. Là, je parle de manière générale. Dans la mesure où, si on pense à l'histoire, bien souvent les guerres qui sont menées chez nous, le fait que certains d'entre nous deviennent ces meurtriers, sont quand même la résultante, en réalité, de politiques qui sont menées à l'extérieur de nous-mêmes. Ce sont des politiques, des décisions qui sont prises à l'extérieur de nos frontières et que nous, en fin de compte, appliquons pour le bonheur des autres. Donc en même temps, on parle de ces bourreaux et puis ça peut nous paraître absolument horrifiant, mais c'est vrai que si on pense à leur situation, on est constamment dans une histoire de bourreaux et de victimes en même temps. En tant qu'Africains, victimes en réalité de la rapacité et de l'envie et des pillages
de l'Occident, hein, sur nos territoires, et en même temps bourreau sur notre propre territoire envers nos semblables. Comment on fait pour pouvoir justement faire la part des choses et déconstruire toute cette mécanique, au fond, qui nous rend fous? Je pense que la réponse à cette question, c'est une question très complexe et qui évidemment a plusieurs aspects. Mais moi je pense que ça revient aussi à ce dont on a parlé précédemment dans cet entretien, c'est la possibilité de rendre à un peuple son histoire. C'est rendre à un peuple son histoire, c'est l'aider à comprendre un tout petit peu comment il en est arrivé là, à ces points-là où il est soit victime, il est parfois bourreau, mais en tout cas, il souffre d'une situation qu'il n'arrive pas à comprendre. Parce que justement, comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce problème-là lui permet de prendre de la distance par rapport à ses propres émotions, à comprendre un tout petit peu ce qui se passe et entamer un processus thérapeutique, un processus de guérison, mais en même temps à se tracer d'autres perspectives en termes d'attitude, en termes de pacification, et que ce qui est triste par rapport à l'histoire du peuple congolais, c'est qu'on connaît très mal notre histoire lointaine, on ne connaît pas du tout notre histoire proche, et du coup c'est un peuple qui est collé mais trop à ses émotions et qui ne sait pas trop expliquer la situation des choses actuellement, et que pour qu'il y ait d'autres perspectives qui peuvent aller forcément dans le sens de la pacification, il faut que ce peuple préalablement puisse comprendre sa propre histoire. Alors nous allons passer à quelque chose de beaucoup plus pragmatique pour que les gens comprennent bien ce que c'est votre métier, parce que on parle de psychiatrie, on a certainement l'idée d'avoir quelqu'un qui se trouve dans un cabinet en train de recevoir un patient. Pour vous, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe concrètement quand vous êtes dans un camp de réfugiés? Qu'est-ce qui se passe en amont et qu'est-ce qui va se passer pendant et ensuite une fois que vous avez rencontré vos patients? Oui, alors la pratique dans un camp des réfugiés, c'est une pratique très difficile, très complexe, qui s'écarte un tout petit peu des standards académiques, si vous voulez, parce que premièrement, c'est dans un camp où on répond à une urgence. Deuxièmement, c'est dans un camp où la plupart des personnes, si pas tous, sont traumatisées d'une façon ou d'une autre. Ils sont traumatisés par rapport à leur propre histoire, dans les pays d'où ils viennent. Ils sont traumatisés par rapport à leur vécu dans ces camps-là. Et puis, ils sont traumatisés même par cette identité des réfugiés. Ce sont des gens qui étaient des enseignants, qui étaient des médecins, qui étaient des ingénieurs, qui avaient une vie, une identité, qui n'avaient jamais imaginé se retrouver dans des situations pareilles. Et qui se retrouvent comme ça du jour au lendemain, loin de leur famille, en ayant été chassés parfois de leur pays, en ayant perdu les membres de leur famille, sans aucune source de revenus, et qui se trouvent dans cette position-là. Et très souvent, ils expérimentent des symptômes très sévères, très handicapants, mais ils ne sont pas conscients que ces symptômes peuvent être inscrits dans un ordre de santé mentale et qu'ils peuvent être pris en charge. Donc il y a un problème de prise en charge communautaire. Et donc le premier travail que nous on fait, c'est atteindre les différents acteurs, d'autres médecins, d'autres travailleurs humanitaires, pour leur parler de ce travail-là, pour leur parler de notre travail, pour qu'il y ait une certaine sensibilisation dans ces camps-là. Parfois atteindre certains leaders dans les sociétés des réfugiés, des gens comme des chefs de quartier, parce qu'ils ont leur quartier, des pasteurs. Et une fois qu'ils sont au courant de ce qui se passe, souvent ils viennent nous voir, parce qu'ils ne dorment pas bien, parce qu'ils ont des cauchemars, parce qu'il y a des choses qu'ils voient, parce qu'ils ont du mal à vivre. Et la première chose qu'on fait, c'est organiser l'accueil. L'accueil, si vous voulez, c'est un processus où on essaie principalement de leur reconnecter à une humanité, parce que ce sont des gens qui ont perdu l'humanité à travers le trauma, à travers leur position de réfugiés.
être écouté en tant qu'être humain, avec compassion, avec respect, et voir avec eux ce qui peut être fait. Secondairement, ce qu'on essaie de faire, c'est leur aider à formuler leurs demandes. Et très souvent, ce que moi j'ai remarqué personnellement, c'est qu'il y a un écart entre ce que nous, en qualité de personnel soignant, attendons comme demande et ce qu'eux ils expriment. Je donnerai l'exemple de cette dame qui m'avait dit, une dame qui avait été violée devant toute sa famille, qui avait dit que j'ai besoin d'être reconsidéré comme un être humain encore une fois. Et qui avait dit que justement, son mari ne la regardait pas, ses enfants ne la regardaient pas parce qu'on ne lui parlait. Et elle avait besoin d'être reconnectée. Et pour cette dame, l'approche thérapeutique était d'organiser des entretiens de famille à côté des entretiens individuels où ces traumas-là a pu être exprimés, où chacun a pu exprimer tous les sentiments, tout ce qu'il a vécu à travers ces traumas-là. Et du coup, on a essayé de travailler avec tous les membres des familles. Et par la même occasion, on a pu travailler avec son pasteur, on a pu travailler avec d'autres membres de la famille de son mari. Et nous sommes arrivés à des résultats encourageants du point de vue global. Si on en était resté à notre approche purement médicale, on n'aurait pas pu faire ça. Je vais encore parler de cette patiente que j'ai suivie, qui a été violée aussi à 14 ans, qui est venue nous voir 3 ans après, donc elle avait 17 ans. Et après plus ou moins 2 ans de suivi thérapeutique, quand elle commençait à s'ouvrir, quand elle commençait à parler, elle m'a dit cette phrase magnifique, me disant que si elle ne rentre pas, si elle ne reprend pas les études, ça sera comme si elle aurait été violée toute sa vie, qu'elle aimerait reprendre. Et donc pour nous, c'est très important de rencontrer ces patients-là dans leur questionnement existentiel, dans leur souffrance existentielle, et de voir dans quelle mesure ce que nous apportons du point de vue médical, du point de vue psychologique, du point de vue de l'assistance sociale, nous pouvons répondre à ces demandes, tout en étant très limités par les ressources. On essaie de faire un travail dans ce sens-là. Donc votre travail, si je comprends bien sûr, il y a cette approche clinique des choses, mais en même temps, c'est quand même de mettre en réseau aussi plusieurs instances de la société qui vont concourir toutes au bien-être en fait du patient. Exactement, oui. Vous savez, ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, ce qui se passe dans beaucoup de pays, c'est que c'est tout un monde qui s'est écroulé autour de nos patients. Et que ça serait utopique, ça serait même prétentieux de notre part de penser qu'à coup de psychothérapie, à coup des médicaments, des antidépresseurs, on va résoudre le problème. Et que notre travail aussi consiste principalement à identifier quelles sont les ressources qui sont disponibles dans une société, que ça soit, et d'abord dans la communauté, quelles sont ces personnes-là qui sont prêtes à aider, qui peuvent aider, que ça soit dans des autres acteurs humanitaires. Qu'est-ce qu'ils proposent? Quelle expertise ils proposent? Que ce soit dans d'autres collègues médecins, dans d'autres services, parce qu'il y a souvent beaucoup de comorbidités en ce qui concerne les problèmes mentaux. Et de voir comment est-ce qu'on va jouer du mieux qu'on peut avec tout un réseau de collaboration. Et donc, oui, c'est dans ce sens-là que nous pensons qu'on peut agir de façon efficace sur cette complexité qui parfois est très difficile à surpasser. Vous avez beaucoup parlé de la parole. On peut se poser la question de la médication. Vous venez un peu d'aborder la chose tout à l'heure. Comment on fait pour pouvoir administrer des antidépresseurs alors que nous savons souvent que dans nos sociétés, déjà, c'est quelque chose qui est pas vraiment connu, peut être très mal perçu. Et en plus, il y a la question de l'approvisionnement. Comment on fait quand on doit soigner des gens dans un camp de réfugiés et qu'il faut de la médication? Oui, la problématique des médicaments en santé mentale en général, mais plus spécialement en santé mentale en Afrique et surtout dans les zones post-conflit, c'est que c'est quand même pas quelque chose qui est ancré dans nos cultures. Les antidépresseurs, c'est pas quelque chose que les gens prennent très souvent, dont les gens sont informés.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des personnes qui viennent avec des symptômes très sévères. Des gens qui très souvent ne peuvent même pas entamer une psychothérapie à cause justement de la sévérité de ces symptômes. Et il faut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'innovations en pharmacologie, en médecine de façon générale. Et on part dans le sens qu'il y a maintenant des médicaments qui ont de plus en plus d'efficacité pour de moins en moins d'effets secondaires. Et donc, de ma perspective, ces médicaments sont essentiels. Et très souvent, quand les patients viennent, de toute façon, ils sont au bout du rouleau. Ils sont prêts à prendre tout ce qui est disponible pour les aider. Mais évidemment, ça rejoint le deuxième volet de votre question, où c'est par rapport à la disponibilité de ces médicaments. Très souvent en Afrique, on trouve des médicaments des anciennes générations, des médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires et qui parfois posent des problèmes d'addiction, comme c'est le cas pour les benzodiazépines. Et donc, ce qu'on essaie de faire par moment, c'est de trouver d'autres partenaires qui peuvent aider dans le sens de pourvoir les médicaments, de nouvelles molécules qui sont efficaces. Et en même temps que ces médicaments-là, et à cause de ces médicaments-là, tracer une route pour la psychothérapie, commencer une psychothérapie. Et parce que la psychothérapie, la narration, que les gens puissent parler de problèmes, c'est principalement la partie la plus essentielle de notre prise en charge. Donc ça reste encore des choses qu'il faut réfléchir du point de vue des santé publique pour avoir les molécules les plus pertinentes par rapport aux guidelines, par rapport à la recherche, pour venir à l'aide à cette population qui a été fragilisée et qui présente des symptômes très sévères. Qu'est-ce qui a fait que Achille Bapodissi, dans son Bukavu natal, en grandissant, s'est dit à un moment donné, oui, je vais faire de la médecine, mais je vais être psychiatre? Oui, c'est une question très difficile. Je vais essayer d'y répondre le plus brièvement. Je dirais que c'est sûrement dû à mon histoire. Une histoire où je suis né, je grandis dans Bukavu. Et évidemment, un peu comme toutes ces familles, un peu comme toutes ces personnes, notre famille et moi-même, nous avons été affectés par la guerre. Il y a des membres de ma famille qui ont été tellement affectés. Il y a des amis et des membres de famille qui sont décédés. Et ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver sans laisser des séquelles à un niveau personnel. Deuxièmement, j'ai voulu, un peu comme tous les médecins, faire la médecine dans un idéal, aider les gens. Et au fur et à mesure que je faisais la médecine, au fur et à mesure que je me sentais attiré par des aspects beaucoup plus intérieurs, comme la psychologie, comme la poésie, et d'autres aspects beaucoup plus techniques comme les neurosciences, je me suis senti beaucoup plus des penchants vers la psychiatrie. Donc ça, c'était un aspect. Il y avait ces penchants-là originaux. Deuxièmement, il y avait des besoins en psychiatre, parce qu'en pratiquant en médecine interne, comme je l'ai fait au cours des 2 premières années de ma pratique médicale, je me suis rendu compte que la plupart de mes patients avaient autre chose que les symptômes somatiques qu'ils mettaient en avant-plan. Donc, ça m'a aussi fait prendre conscience de la nécessité d'avoir des psychiatres. Et puis, le troisième aspect qui a été déterminant, c'est l'opportunité. Je suis tombé sur cette bourse magnifique, la bourse d'études, la bourse d'excellence du professeur Bebouk, qui donnait des bourses à des jeunes étudiants prometteurs dans des domaines pertinents par rapport au pays. Et du coup, quand je suis venu vers eux avec mon besoin de faire la psychiatrie, très vite, ils m'ont encadré, ils m'ont donné les bons pistons, ils m'ont lancé dans cette carrière. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé en train de faire une spécialisation en psychiatrie. Donc, pour résumer un tout petit peu, c'est à la fois cette conjonction de mon histoire propre, d'une certaine passion pour tout ce qui se passe dans un monde intérieur et dans les neurosciences, et d'opportunités qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu faire ces cursus-là, j'ai pu faire cette spécialisation en psychiatrie.
Alors, il y a un aspect très romantique de votre personne qui ressort de tout ça par rapport au fait que vous parlez de poésie et de littérature. Alors, en quoi la poésie et la littérature font que vous soyez peut-être un meilleur psychiatre? Je pense que la poésie et la littérature de façon générale sont des outils qui permettent à l'homme de s'explorer, à l'homme de se comprendre et de se comprendre dans le monde dans lequel il vit. Et je pense que plus spécialement pour moi, vivant dans un contexte très difficile, ces deux outils-là m'ont aidé de façon particulière à tracer ma voie, à savoir qui je suis. Et on en a parlé, il y a cet aspect où, comme mécanisme de défense, on a envie d'oublier, de ne pas prendre conscience de ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes. Et que pour atteindre une certaine forme d'authenticité, la poésie nous aide un tout petit peu à être en contact avec cette partie au plus profond de nous-mêmes. Même quand cette partie est douloureuse, comme elle peut l'être quand on a vécu certains événements. Donc ça m'a aidé de façon générale. Alors, Achille Bapolici, dans 10 ans, où êtes-vous? Que faites-vous? Comment vous voyez-vous? C'est une question difficile. En fait, ce que j'allais dire, c'est que là, on est à Lausanne et la première chose que j'ai remarqué en venant ici, c'est la ressemblance qu'il y a entre les climats, le lac, entre la flore d'ici et le Bukavu. Et voyant les maisons être construites différemment autour de ces beaux lacs, je me disais que Bukavu pourrait être différent. Et je me disais que si dans 10 ans, que j'étais dans Bukavu et que les choses étaient meilleures, ça serait mon rêve. Et si je continue à faire ce que je fais, c'est parce que je crois à la reconstruction de ces Congo nouveaux, de ces mondes nouveaux, et que finalement chacun apporte un petit peu sa petite pierre à l'édifice, et que dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent, et que finalement il n'est pas impossible que dans 10 ans, Congo devienne, et plus particulièrement Bukavu, ces bel endroit où il fait beau vivre. Achille Bapolici, merci. Merci à vous.